Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Fondation. Je suis Maxime Claval, le fondateur d'Enercool. On développe des peintures thermiques et écologiques qui améliorent le confort d'été. En développant l'entreprise, j'ai eu l'occasion de discuter avec des centaines de professionnels de l'immobilier. Et j'ai découvert un univers incroyable avec des métiers souvent inconnus et des parcours parfois très atypiques. C'est pour ça qu'avec l'équipe d'Enercool, on a décidé de créer ce podcast. Des acteurs engagés autour de l'immobilier nous expliquent leur parcours, leur vision, leurs victoires, leurs échecs et surtout les leçons qui en découlent. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces échanges que j'en ai eu à m'entretenir avec eux. Salut Yannick, ça va ? Salut Maxime, ça va très bien et toi? Ça roule par ce... Je sais pas quel temps il fait à Paris, mais à Nantes, on a un temps encore pas trop mal. On est le 14 novembre, il fait 20 degrés et ça fait bizarre. Oui, bah écoute, à Paris, il fait moyen. Il fait moyen, ça marche. On a enregistré avec Antoine Poincaré il y a peut-être un mois et demi, de AXA Climate, que tu connais On se connaît très peut-être. bien. Vous connaissez très bien. Et il faisait 30 degrés, on hallucinait. Et là, on est encore mi-novembre, il fait 19 degrés et on se dit, il y a quand même un truc Ouais, non, mais j'ai qui vu coince. les passages de JT de France TV, interviewer des gens à la plage, il fait 30 degrés en novembre, c'est fantastique pour se détendre. Ouais. Oui, mais Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ce truc de se dire, oh ouais, d'accord. Yes, bon, eh ben, très, très cool que tu sois là pour discuter, pour échanger. Tu es le fondateur de la CEC, de la Convention des entreprises pour le climat. Nous, on avait échangé il y a longtemps, il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça, au démarrage, tous les deux de notre activité, moi de côté Enercool et toi de la CEC. On dit CEC? Ça va si je oui, si je oui, oui, on dit si CEC. si si je réduis? Il y a plein de gens qui me parlent de la CEC, dès que enfin pas dès que je parle de quelque chose, mais globalement, autour de nous, bah, les gens qui disent: «Ah nous on a fait la CEC, c'est juste incroyable, faut que vous le fassiez, allez-y», il y a des bénévoles aussi, que je croise ici et là, enfin plein de gens, donc incroyable. Et donc bah, j'ai envie qu'on parle de tout ça, évidemment. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Yannick, s'il te plaît? Qui es-tu? Yes, bah écoute, avec plaisir. En quelques mots, j'ai 37 ans, Heu, éducation, j'ai grandi dans une éducation, Montessori aux Pays-Bas, donc ça fait, peut-être une particularité par rapport à un OK. parcours un peu plus classique. Mais on est rentré en France, quand j'étais au collège. J'ai fait, prépa, école de commerce, et quand je suis sorti d'école, j'étais vraiment dans le mindset, tech, licorne, startup nation. Donc j'ai fait pas mal de ça. Je suis passé par, Google à Dublin aussi. Ça, c'était les 8 premières années de ma courte carrière pour l'instant. Mmh. Et comme, pas mal de monde, covid, confinement, chômage partiel, Zoom avec tout le monde qui a sa caméra coupée, les moments d'avoir beaucoup de temps et de solitude, en 2020. Bah, comme plein de monde, d'ailleurs, je sais plus si toi c'était pareil, tu as demandé ta rupture co pendant le premier confinement, et ça a été le démarrage l'aventure entrepreneuriale, en tout cas, 4 mois avant, un quasiment bon avant. pif, hein. Ouais. Un mois. Un peu la même vibe, et de se dire: «Bah, en fait, qu'est-ce que je peux faire qui ait plus de sens, d'impact, de ce qu'on veut?» Alors, la dernière startup dans laquelle j'ai bossé avait quand même, des caractéristiques assez, enfin, était très cool dans sa mission sur un sujet de qualité de l'air qui s'appelait, Plume Labs. Peut-être que ça parlera à certaines Ah ouais, ouais, personnes. ouais. OK. Hem Moi, ça et me parle. c'était cette mission de rendre tangible et compréhensible le sujet de la qualité de l'air. Moi, je suis un profil, plutôt, marketing, et c'était assez génial de passer de la startup nation, SaaS B2B, où, tout se ressemble un peu, à, on utilise de l'IA et des réseaux de neurones avant que ce soit, ultra hype, pour faire des forecasts de qualité de l'air et des objets connectés. Ma semaine d'onboarding, avoir les ingés, méca qui m'expliquent comment on compte des particules fines avec des lasers, ce genre de Ah choses. waouh! Bref, c'était un sujet qui, au-delà d'un truc un peu intellectuellement rafraîchissant, hem, c'était un sujet, ma première vraie exposition à un sujet systémique, au sens où la qualité de l'air, c'est, environnemental, c'est santé, c'est politique.
au sens où à partir du moment où tu alimentes une base de données de, quels sont les endroits les plus pollués dans le monde, bah, tu regardes par curiosité. Alors la ville la plus polluée dans le monde en moyenne, c'est Ulaanbaatar, en Mongolie. Mmh. Mais l'Inde quand même est hyper haut dans le classement. Et pourquoi elle a un air ultra pollué? En bonne partie parce qu'elle a un mix énergétique qui est, ultra à charbon, et tu as des grandes fortunes industrielles tu as eu tout un développement qui s'est fait sur base du charbon en Inde. Donc sur la politique in fine, si on résume à une question, ça permet qui permet de tout analyser, c'est qui a intérêt à quoi? Et les grandes fortunes industrielles, en Inde n'ont pas intérêt à ce que le mix énergétique change, donc ça ne change pas, donc l'air est toujours aussi pollué, donc ça a toujours autant de coûts pour la santé, et cetera. Bref, ça c'était ce dans quoi je baignais, les 2 dernières années avant le covid, et d'être entouré de potes, où on se partageait les vidéos de Jean Co, Aurélien Barraud, Valérie Masson-Delmotte pendant le covid. Donc ça a été le terreau fertile pour me dire: «OK, j'ai envie de faire autre chose». J'ai envie de créer quelque chose, et donc c'est vrai que très vite, peut-être 1 semaine, 2 semaines après que nous on se soit rencontrés, j'ai rencontré un peu par hasard dans mon feed LinkedIn un mec qui s'appelle Éric Duverger qui avait été particulièrement touché par, la cérémonie de clôture de la convention citoyenne pour le climat. D'accord. Moi je venais de publier une série d'articles sur, l'hypothèse d'un marketing, green est-elle, tenable? Est-ce Mmh. qu'il peut y avoir quelque chose de green dans le marketing? Ça lui avait parlé, on s'est rencontrés, il m'a parlé de son projet, et assez vite on s'est retrouvés à 6, en novembre, 2020, à passer de l'idée au projet. Et après, bah, tu as toute la suite. Toute la suite qui arrive, ça marche. Je veux juste revenir sur ton passé quand même, en Hollande, aux Pays-Bas là, petit, tu franco, hollandais ou non, tu français et Non, non, je suis franco-français, et comme un certain nombre de personnes, le boulot, le boulot, des parents, surtout du père qui fait s'expatrier. Donc, nous, on n'est pas allés très loin, on est allés aux Pays-Bas. OK, ça marche et tu des souvenirs de ça? Tu ouais, si tu me dis jusqu'au collège, tu as quand même un peu de Ah oui, oui, on y habitait, 6-7 ans, et surtout ma sœur a redéménagé là-bas, donc ça fait 10 ans que je vais très souvent encore, dans le ah coin ouais, canon. De Rotterdam et La Haye. J'ai entendu, il y a pas très longtemps quelqu'un dire, je saurais plus dire qui c'est, mais il disait: «On pense que les Hollandais, c'est des super écolos et en fait pas tant que ça». Mais alors en fait, il y a l'image du vélo qui est vachement, enfin voilà, tu penses tout de suite à Amsterdam, les vélos en Hollande et ainsi de suite et il y avait un peu ce truc de, en fait, pas tant que ça, mais je sais pas, où se situe la vérité, tu vois? Bah, elle est forcément, pas binaire, et elle est nuancée et complexe comme toutes les Mmh. Le vélo, c'est hyper intéressant parce que c'est un exemple de planification et de transformation réussie. Heu, Mmh. Parce que c'est la puissance publique qui, dans les années 70, a décidé, bah, en fait, alors j'ai plus en tête exactement toutes les racines du truc, mais en fait, on va transformer la mobilité des Néerlandais. Et ça a marché, et donc de la Mmh. planification publique productive, ça existe, et ça peut marcher. Mais c'est vrai que, par exemple, sur le mix énergétique, ils ont un mix pas ouf, et ils ont un modèle agricole, un qui est, ultra intensif, et 2 qui est complètement en crise, et OK. sur un certain nombre d'autres sujets. Et c'est des perceptions qui évoluent dans le temps. Il faut faire hyper attention à ne pas se de même que tous les Parisiens ne représentent pas la France, la population d'Amsterdam ne représente pas, les Pays-Bas avec toute l'image que peuvent s'en faire les gens qui y habitent pas. Et et y ayant grandi, dans les années 90, il y avait, de mon souvenir, d'en avoir discuté, après avec mes parents et d'autres personnes, il y a une forme d'ouverture, un peu naturelle, qui s'est progressivement muée en quelque chose de moins ouvert et moins tolérant, comme ailleurs. Ouais, c'est un peu Parce que la là, tendance de fond, ouais. faut avoir en tête que l'extrême droite est arrivée en tête aux élections législatives, comme il y a pas de parlement, il y a pas de pardon, pas de parlement, pas de président, c'est le 1er ministre, donc c'est les législatives qui font vraiment le paysage politique. Mmh. L'extrême droite est arrivée en tête, en 2023, avec Geert Wilders, qui est l'espèce de Marine Le Pen, néerlandais.
qui a failli être Premier ministre, mais qui a fait tomber le gouvernement. Là, il y a eu des élections et donc les gens auront vu un centriste des 66 qui est arrivé en tête. OK. Mais donc on est sur une pente, qui a été sur de moins en moins d'ouverture et Ouais. donc oui, il y a la perception ou un peu l'image d'Épinal et la réalité sur place. Ouais, ouais, c'est un peu l'image qu'on enfin, en tout cas, moi, que je m'en fais effectivement de joyeux écolos à vélo, mais en fait, non, c'est pas Mmh. c'est pas tout à fait ça. Non et puis voilà, voilà, c'est nuancé et de même qu'en France, tu as la dynamique, urbaine, urbanité, ruralité, ville, banlieue, aux Pays-Bas aussi, tu Mmh. as toutes ces questions-là et le monde agricole est dans un monde, dans une situation complexe et il souffre aussi et là, c'est des sujets environnementaux qui se mêlent aux sujets économiques, et c'est un vrai exemple un système qui est en train de tomber, heu, par le dépassement de limites planétaires. Ah ouais, d'accord, OK, à ce point-là, ouais. Je sais pas si on a envie d'aller creuser ce truc-là, mais c'est vraiment une illustration hyper intéressante. Attends, alors ouais, bah, moi, je suis curieux, j'ai envie de savoir, enfin, parce OK. que tu as utilisé des mots assez forts, alors on fait une petite parenthèse, mais du coup, Ouais, t ouais, ouais. t Bah, alors l'histoire, agricole des Pays-Bas et c'est un exemple que je considère hyper intéressant pour avoir un regard systémique sur les choses, de dire que, c'est interconnecté, les limites planétaires se regardent pas indépendamment, l'écologie, l'économie, la politique, c'est pas séparé, tout est lié. L'histoire des Pays-Bas, avec leur agriculture, c'est un point de départ, si on veut, qui est en 1945, alors le pays était encore occupé. Heu, les Alliés ont débarqué, ils progressent, la résistance, locale, commence à se soulever. On est au cœur d'un des hivers les plus froids, de l'histoire des Pays-Bas et ce qui est resté d'autorité nazie locale, coupe les supply chains alimentaires, OK. pour mettre pression sur la population, ce qui mène à une famine qui fait 20 000 morts. Et OK, donc d'accord. les Néerlandais, leur sortie de Seconde Guerre mondiale, ça a surtout été marqué par ça, par une famine qui a fait 20 000 morts. Et donc quand tu es dans la phase de l'après, tu es dans la phase de la reconstruction, tu as le plan Marshall, tu as des États-Unis qui débarquent, tous les nouveaux engrais, les produits, tous les produits qui arrivent pour le monde agricole et toutes les nouvelles, machines pour une agriculture industrielle intensive. Tu sors d'une famine, évidemment, tu es le gouvernement, tu vas dire: «Bah, on va y aller Tu à fonces, fond les quoi. ballons, parce qu'on vous promet plus jamais ça». Et donc Mmh. il y a une rationalité, forte là-dedans et donc les Pays-Bas, ils sont sur ce modèle d'agriculture intensive depuis cette époque-là avec, les mêmes, logiques, les mêmes injonctions qu'il y a dans d'autres pays endette-toi pour être plus productif, pour produire plus, pour avoir un meilleur rendement sur tes parcelles, agrandis tes terres agricoles, avec un modèle, un mix entre de l'agriculture conventionnelle qui utilise à fond, des engrais azotés et aussi, qui est né après l'agriculture sous serre est Mmh. un événement vraiment déclencheur en 2019, qui est une, amende de la part de l'Europe, parce que les sols agricoles néerlandais enfin, il y a juste beaucoup trop d'azote épandu dans ce modèle agricole. Pour donner une idée d'ordre de grandeur, la définition de la limite planétaire sur le cycle de l'azote, c'est 55 kilogrammes d'azote épandu par hectare de, sol cultivé. Les Pays-Bas, en 2019, 2020, ils étaient à plus de 250. Oh waouh, OK, 5 fois la d'accord. limite planétaire, donc à la limite, on se le chiffre exact est pas, plus important, mais de l'ordre de grandeur, on dépasse de 5 fois la limite planétaire. Donc quand tu as une terre agricole à côté d'une zone Natura 2000, qui est un cahier des charges européen pour avoir des subventions pour la biodiversité et cetera, au bout d'un moment, l'Europe, elle vient de dire: «Bah, désolé, le cahier des Mmh. charges est pas tenu». Mais la décision qui est venue derrière, c'est le Conseil d'État néerlandais qui a dit: «OK, on divise par 2 la quantité d'azote qu'on met dans nos sols». Sauf que quand tu as une agriculture dont la production est linéairement corrélée à ta quantité d'engrais, bah, tu es de fait en train de dire: «On divise la production par 2».
Et là, est-ce que tes agriculteurs et quasi du jour au lendemain. Du coup, Mmh. est-ce que tes agriculteurs, ils sont contents? Bien sûr que non. Il y avait un programme de rachat de terres, d'exploitation, ce genre de choses, mais mal ficelé, mal communiqué. Donc légitimement, les agriculteurs, en plus, ça fait 50-60 ans qu'on leur demande de s'endetter pour produire toujours plus et du jour au lendemain, avec une organisation floue, on leur dit: «En fait, non, on va faire l'inverse». Bah, évidemment qu'ils gueulent. Ça a donné le plus gros bouchon de l'histoire des Pays-Bas, 7 000 tracteurs, à l'entrée d'autoroute de La Haye et ça, c'était 2019. Mais 4 ans plus tard, ils avaient créé un parti politique indépendant, plutôt pas progressiste, et qui a gagné 17 ou 18 sièges sur 75 aux élections sénatoriales. OK. Imagine-toi un parti Ouais. politique qui sort de nulle part et qui gagne dans ces proportions-là et ça a significativement accéléré, le score de l'extrême droite, aux Pays-Bas, avec les représentants de ces mouvements qui se retrouvaient sur, les plateaux de Tucker Carlson aux US, pour dire: «Regardez comme, c'est la dictature communiste», et cetera. Donc tu es à fond, tu joues à fond sur la polarisation. Et ça se combinait aussi à, 2022, invasion de l'Ukraine, quand tu as de l'agriculture conventionnelle qui est exsangue et que tu as une agriculture sous serre qui dépend de l'énergie, mais que le prix de l'énergie explose, tu as un modèle qui part complètement en sucette. Et donc l'agriculture néerlandaise, elle vit toujours là avec ces contradictions-là, avec une communauté scientifique qui alerte depuis 20 ans ou plus que les sols sont vraiment pas loin de mourir. Donc peut-être dans 10 ans, si rien ne change, parce qu'évidemment au pouvoir, l'extrême droite est revenue en arrière sur, les quotas et la réduction d'utilisation d'engrais. Donc peut-être que dans 10 ans, ils font plus rien pousser Ah et vache, là, OK. il te reste quoi? Donc OK. ça, c'est un exemple que j'utilise tout le temps pour montrer la nature systémique de tu pars d'un truc environnemental qui donne une décision politique, qui a des conséquences économiques, qui a des conséquences sociales, qui alimente la cause racine et si tu arrives pas à prendre de la hauteur, avoir un regard nuancé sur les choses, avoir une culture du compromis pour pouvoir avancer, ce type de sujet, si tu les traites en étant polarisé, tu y arriveras jamais. Mmh. OK, hyper intéressant. Pardon, Le longue le su digression, mais effectivement, le sujet est Non, non, c'est mais tu vois, plein de choses. j'ai j'ai appris des choses, tu vois, là, ça fait, 20 minutes qu'on enregistre et j'ai déjà appris des choses donc trop intéressant. Je connaissais pas du tout cet exemple. Trop chouette. Tu parlais du climat, tu parlais de, Janco, Barrot et un troisième Valérie Oui, super Masson-Delmotte, sympa, ouais. heu, c'est ton shift à toi? Enfin, le moment où tu es passé, on va dire, du marketing, start-up au sujet climat, c'est à peu près à ce moment-là où tu avais déjà un peu des éléments en tête et comment ça s'est passé? Non, ouais et j'ai pas eu d'épiphanie soudaine, genre une conf, un moment et ma vie a défilé devant mes yeux, j'ai vendu tout ce que je possédais et je suis allé me balader à poil dans la montagne. Hem, je j'ai commencé par poser des questions de type: «Pourquoi la croissance? La croissance pourquoi?» Et ça, c'était, autour de 2018. J'étais, directeur marketing, donc responsable de la croissance d'une start-up et la cadence qu'on s'imposait, me faisait vraiment me poser des questions sur, mais en fait, pourquoi? Hem, pourquoi on fait ça? Et j'ai Ton boss, il a dû faire un peu la tronche, non? Pourquoi la croissance? Voilà. Bah, oui et tu vois, en prenant du recul, chacun a son système de contraintes et ses injonctions et parfois ses injonctions contradictoires et dans ce système-là, les questions que je me posais moi et que je posais, faisaient que j'étais pas j'étais pas un bon fit pour le projet de boîte. Mais mes questionnements ont commencé là, et je des lectures qui m'ont un peu ouvert les commencé à m'ouvrir les chakras sur, questionner les choses. C'est par exemple les 2 fondateurs d'une boîte qui s'appelait, 37 Signals avant, que les mecs qui ont créé, Basecamp, Oui, le j'ai software j'ai plus et son nom, mais David Heinemeier Hansson, il me semble qu'il a créé le Ruby ou le Ruby on Rails, je sais plus lequel. Et ils écrivent des bouquins sur le management et sur, heu, bah, la culture licorne en disant,
il y a un monde où c'est parfaitement OK de monter une boîte qui vaut, quelques dizaines ou centaines de millions et pas quelques milliards. On peut être très heureux, comme ça, aussi. Et pas moins utile à la société. Et donc c'est ce type de lecture qui a commencé à me faire, réfléchir. Puis après, quand tu croises ça avec les sujets environnementaux et que tu fais la corrélation, mécanique entre, croissance volumique et problèmes, de tout type, bah, c'est là que les questionnements s'accélèrent. Donc j'ai lu le rapport Meadows, OK, c'était donc rapport des c'est pendant le quoi, confinement, ouais. 69-70, un truc comme ça, un des premiers ra 72, ou 72, ouais. pas de conneries. Et là, c'est la réédition de 2002 peut-être, mais bref, ça a fait partie de mes lectures. Je me souviens, une des lectures qui m'avait vraiment, pour le coup, marqué, c'était, The Uninhabitable Earth, d'un journaliste du New York Times. C'était sorti en 2019, je crois, et qui décrivait à quoi risquait de ressembler une planète à +4 degrés. OK, et là, tu te dis: «Ouais, il y a un truc», enfin, sans que ce soit ce que tu disais tout à l'heure, un shift, total, mais ça confirme encore plus la chose, quoi. C'est des trucs qui crantent, ouais, on va dire. Et ça, c'était avant le covid, avant la rupture co, avant tout ça. C'est ces lectures, c'est une de ces lectures-là qui m'a fait avancer sur ce chemin-là. Et quand je suis parti de la dernière startup où j'étais, initialement, je me voyais me lancer, faire du freelance sur les sujets mission, vision, valeur. Pas nécessairement, D'accord, OK. heu sur les sujets environnementaux. Et c'est du coup en rencontrant Eric, et avec ce prisme convention des entreprises pour le climat, la convention citoyenne, j'avais vu passer, mais je m'étais pas vraiment plongé à fond dedans. Mais en me plongeant dedans et en commençant à bosser, je me suis dit: «OK», on s'était dit: «On se donne 2 ans pour faire la convention des entreprises pour le climat». On pensait en faire une. Pour finir, là, on en est à la 28e. D'où le fait que tu croises de plus en plus de personnes qui ont été touchées par ça. Et c'est là que bon, c'est mon truc, c'est vraiment devenu le comprendre, regard systémique sur, comment tout ça est enchevêtré et qu'est-ce qu'on peut y faire. Yes, bon, transition toute trouvée, mais qu'est-ce que la CEC, qu'est-ce que Mmh. tu est-ce que tu peux décrire à une personne qui découvre, voilà, qui n'en a jamais entendu parler, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre constat de départ Ouais. et quelles solutions vous apportez? Ouais, je dirais qu'il y a peut-être 2, il y a une question de triage, avant quelque part qui est: est-ce que la convention citoyenne pour le climat, ça te parle? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Pour ceux qui avaient suivi, qui en ont entendu parler, les propositions des citoyens et cetera, du coup, ça devient assez simple de dire: «Bah, c'est la même chose mais avec des patrons». Et donc après, la question de follow-up, c'est pourquoi? Hem, Si je suis ce fil-là, hem pour moi, dans la convention citoyenne pour le climat, il y a au moins 2 choses vraiment très fortes. Il y a d'abord les 149 propositions. Je vais pas revenir dessus, il y a des milliards de choses qui ont été dites dessus, sur le quoi, sur le comment, et cetera. Un 2e chose très forte, c'est la méthodologie, Mmh. et cette façon de rassembler un collectif, de le faire travailler sur le temps long, de lui donner un mandat clair, de lui donner, une structure claire, de lui permettre de rencontrer les meilleurs experts, de le faire bosser en intelligence collective et de lui donner la responsabilité de produire quelque chose. Hem et moi, le chiffre, je ne sais pas s'il était sorti officiellement, mais je suis devenu très pote avec Grégoire Frati, un des 150 citoyens qui est devenu un des 4 porte-parole, et il a créé l'association pour, faire le lobbying pour leurs propositions dans toute l'année, où c'était un projet de loi avant que ça devienne la loi climat et résilience. Il a écrit un bouquin d'ailleurs, sur son expérience, qui me disait que, ce collectif, statistiquement représentatif des Français, donc y compris dans sa dimension électorale, de qui vote pour qui, heu, malgré toutes ces différences et malgré le degré de radicalité, et moi j'utilise toujours radicalité au sens étymologique de prendre les choses par leurs racines, des propositions, 98 d'adhésion interne aux propositions. Mmh. Enfin, Avec est-ce et que tu imagines un projet de loi,
Par exemple, est-ce que tu imagines, un taux d'adhésion de 98 à l'Assemblée nationale sur un sujet comme les ZFE, qui Ouais. vient de la loi climat résilience? Mmh. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché? C'est parce qu'il y avait cette organisation, il y avait ce mandat, il y avait cette forme de confiance déléguée et ce temps laissé aux choses de, le matin, j'ai Valérie Masson-Delmotte, l'après-midi, on bosse ensemble, à 22:00, on se retrouve au bar avec un whisky et on regarde une carte de la Bretagne. On voit qu'en 2050, ma maison, que je sois de droite ou de gauche, elle sera sous l'eau et Mmh. donc faut qu'on fasse quelque chose et après ça t'amène à quelque chose de proprement politique qui est comment? Avec quelle forme de compromis? Et donc cette mécanique-là, elle est assez incroyable et ce qu'on a voulu faire, c'est répondre à la question: «Qu'est-ce qui pourrait arriver de meilleur si on réussissait à faire la même chose avec des dirigeants d'entreprise?» Et pourquoi des dirigeants d'entreprise, et exclusivement des dirigeants d'entreprise? Pas par, élitisme ou volonté d'entre-soi quelconque, mais parce qu'il y a c'est un peu on a voulu créer le contre-pied à ce qui s'est passé dans la convention citoyenne à partir du moment où les propositions sont sorties. C'est que, si tu t'en souviens ou si les gens qui nous écoutent s'en souviennent ou pas, sur les plateaux télé, radio, info et ailleurs, un mouvement de décrédibilisation systématique des citoyens disant: «Ils sont pas compétents, ils sont pas légitimes, ils sont pas élus, ils sont pas représentatifs, ils sont pas» tout un tas d'autres choses. Hem S'il y a bien une figure où il est difficile quand tu es lobbyiste, parce que c'est eux qui te payent, quand tu es au ministère, parce que c'est eux qui te permettent d'être élu, ou quand tu es entreprise, parce que c'est eux qui te dirigent, s'il y a une figure que tu vas pas attaquer systématiquement comme ça, c'est les dirigeants Mmh. d'entreprise. Et depuis, c'est beaucoup plus que dirigeants d'entreprise, c'est aussi le monde associatif. On a des administrations, des collectivités aussi qui participent aux différents parcours. Mais donc la CEC, c'est tout ça et on s'est dit: pour s'inscrire dans l'objectif de l'accord de Paris, pour accélérer le mouvement, pour sortir du dilemme du prisonnier, pour sortir du triangle de l'inaction, et là, dédicace à mon pote, Pierre Pertou, qui a pondu ce concept en 2020. Hem, il faut que quelque part, à un endroit, il y ait des gens qui prennent leurs risques un peu plus que les autres pour dire: «Regardez, c'est possible. Nous, on prend notre risque et imaginez ce qui peut se passer de meilleur si vous nous suivez» et c'est vraiment ça et quelque part, à qui de mieux le demander ça que des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise? Mmh. Heu, Je te fais une petite parenthèse, triangle de l'inaction pour ceux qui l'ont pas en tête, c'est le fait de renvoyer la balle, quand tu es citoyen, de dire: «Beh, c'est de la faute des politiques, c'est à eux de mettre des lois» ou «C'est de la faute des entreprises, c'est à eux de mener des actions». Le chef d'entreprise va avoir la même réflexion de dire, «Moi, j'attends qu'une chose, c'est que les politiques me mettent des contraintes et de toute façon, les citoyens, ils font rien». Et le politique va dire, «C'est aux citoyens de pousser la chose et de voter pour, des élus» et ainsi de suite. Bref, voilà, donc ça tourne, et ça ne finit jamais. Voilà, ouais, fin de la parenthèse juste pour mmh, expliquer, ce que c'est. yes. OK et donc CEC, très bien, donc j'avais pas exactement en tête que vous étiez globalement inspiré de la convention, citoyenne pour le climat. Bah, c'était dans le nom quand même. C'est dans le Nord, non mais ça remonte beaucoup, mais tu vois, j'avais pas ce truc, initial. Ouais, J'imagine que vous prenez pas les entrepreneurs, par hasard, vous les piochez pas comme ça. ouais, Comment ça se passe le début, tu vois, ouais. ils viennent vers nous parce que maintenant vous êtes un peu connus et donc vous avez de la chance d'avoir de l'entrant ou vous sélectionnez, certaines Ouais, boîtes? ouais et oui, pour rappel, les citoyens de la convention citoyenne, c'était un tirage au sort. Nous, on s'est tout de suite dit, si on fait un tirage au sort et que par le plus grand des hasards, Patrick Pouyanné a l'honneur d'être, d'être, sélectionné grâce à ce tirage au sort, je suis pas sûr qu'il réponde favorablement à mon texto lui annonçant qu'il aura la joie de participer à la convention des entreprises pour le climat. Bon, maintenant qu'on est un peu plus grand, peut-être qu'on a fait les choses, peut-être que ça changera un jour, mais en tout cas, nous, on l'accueille avec plaisir. Mais L'invitation est envoyée. oui, c'est pas la première fois. Hem, la façon dont on a procédé, c'est de se dire: «On veut quand même quelque chose un collectif représentatif de l'économie française». Donc dans sa dimension territoriale, dans sa dimension, sectorielle, dans sa dimension de taille d'entreprise
et du mieux qu'on peut, ne pas représenter l'économie au sens, aller vers un peu plus de parité femmes-hommes, que l'économie française. Donc on a été à 28 de femmes dirigeantes versus 22 dans les stats de l'INSEE. On n'a pas changé le monde avec ça, mais on a quand même fait un peu mieux. Mmh. Et donc, ce qu'il a fallu faire, bah, c'est aller convaincre des dirigeants de participer à cette espèce de pari fou lancé par un petit groupe de gens qui n'étaient rien, ni personne et qui partaient de rien. Parce que nous, on venait pas du monde de la transition. On avait tous, plus ou moins, quitté nos boîtes et on s'est dit: «Bon allez, YOLO, on a 2 ans, on va lancer ce truc». Hem, Au donc départ 6, hein, c'est ça que tu disais? 6 personnes, on était 6 au départ et ça allait très vite. En fait, on a les 2 premières années, on était tous 100 bénévoles, ce qui faisait que, quand tu accueilles enfin, c'est assez rapide, d'agréger des énergies bénévoles, autour de toi. C'est mmh. une question, structurelle pour la suite, mais ça va assez rapidement et donc le travail, c'était d'aller chercher ces entreprises et en fait, c'est là qu'intervient ce que moi j'appelle depuis le début la théorie du domino. Au sens où, à partir du moment où tu as convaincu un dirigeant ou une dirigeante, hem, qui est connu et respecté d'un certain nombre d'autres dirigeants et dirigeantes, que cette personne-là s'engage dans ton aventure, bah, c'est un signal pour les autres. Par exemple, dans la première vague, parce qu'on y allait par vague de 30 entreprises recrutées, comme ça nous permettait de cadencer la communication aussi et faire monter la sauce. Hem, un exemple, c'est, Antoine Raymond, le président de d'A-Raymond, la 6e génération des A Raymond. Je crois que je sais plus son Je père sais pas ce que s'appelait c'est moi, à Raymond. mais j'y viens, son père, c'est une boîte c'est une belle boîte industrielle française. C'est 7 000 8 000 collaborateurs, 1,6 milliard de CA présent dans 26 pays et une de ces belles histoires, industrielles, l'arrière ou l'arrière-arrière-grand-père inventeur du bouton poussoir. OK, trop Et marrant. donc c'est une entreprise industrielle dont le métier, c'est la fixation. Des créations récentes, c'est par exemple, si tu as été, sur le parvis de la gare de Lyon, ces espèces d'arbres artificiels là, Mmh. fixation, c'est du Harémon. D'accord. Historiquement, c'est 90 automobile et avec la CEC, ça les a vraiment plongés dans, bah, puisqu'il est probable que le futur soit structuré différemment, comment on peut, s'investir dès maintenant dans des sujets santé, dans du sujet logement avec, par exemple, avec notre savoir-faire industriel. Mais bref, comme la boîte est depuis 150 ans installée à Grenoble pour son siège et que tout le monde connaît, l'histoire de la boîte dans la région et tout le monde connaît Antoine, bah, que nous, on communique sur le fait qu'Antoine nous rejoigne, qu'Antoine communique sur le fait qu'il nous rejoigne, ça a fait que les gens se sont dit: «Ah OK, donc c'est que c'est sérieux ce truc». Mmh. Et de fait, elles étaient 12 boîtes en tout de la région qui ont rejoint, la première CEC avec des très belles boîtes comme, le groupe Rossignol, comme, Caterpillar, comme, Poma, Petzl, Photoweb, Grenoble École de Management. Bref, tout un écosystème où le premier domino, Antoine, ce grand homme, a décidé de nous rejoindre et ça donc c'est vrai pour la CEC, ça l'est encore, même si en étant plus connu, ça devient plus il y a un peu plus de facilité à recruter parce que les participants de précédents parcours nous en recommandent d'autres. Mais le point de départ, bah, tu pars de ton réseau et tu pars de tes convictions et juste tu vas, quoi. Et ce fameux Antoine, il faisait partie de votre réseau ou Alors, comment ça s'est passé? de mémoire, la façon dont ça s'était passé, Eric, lui, il sortait de 23 ans de Michelin et c'est un ancien collègue à lui de Michelin passé chez Araymond qui lui a fait l'intro à Carole, la directrice RSE, qui, une fois qu'elle a été convaincue par Eric, a dit: «OK, maintenant, faut que tu parles à Antoine». OK, d'accord. Et donc de là, et s'est créé cet effet domino à Grenoble, parce que pourquoi Grenoble? C'est parti d'Antoine quoi, globalement? Oui, 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 oui. Ah ouais, d'accord, OK, trop marrant. OK, hyper intéressant. Ils payent déjà? Je sais parce que c'est quoi le modèle? C'est, tu un Ouais, tu alors c'est important de rappeler que la CEC, l'association CEC, c'est une association d'intérêt ouais? général, et donc elle vit de dons et de cotisations. OK, Et donc quand tu es une entreprise et que tu participes à un parcours CEC, tu vas cotiser parce qu'il y a des cotisations calées sur le chiffre d'affaires de l'entreprise.
qui sont entre, 1 000 et 6 000 € et ensuite on te dit combien ça nous coûte à nous d'organiser le parcours. C'est entre 15 000 – 20 000 € par boîte, par binôme de participants et après, bah, on dit: «Bah, écoutez, libre à vous de donner ça, de donner moins, de donner plus» et la dynamique qui se met régulièrement, en œuvre, c'est que les plus grosses boîtes donnent plus, ce qui permet à des plus petites boîtes de participer et à des associations, à des acteurs qui, si tu étais dans le domaine commercial, n'auraient jamais pu payer leur participation, mais qui font toute la richesse d'un parcours CEC. Quand tu as un dirigeant d'une, boîte industrielle qui fait 2 milliards de CA, qui a 150 ans d'histoire, qui est à côté, d'un Syrien arrivé en France, après avoir été dans la rue, contre Bachar al-Assad et qui a essayé de monter sa boîte dans l'ESS, que ces regards-là se croisent, Mmh. c'est juste incroyablement riche. Ouais. Le choix de l'association, tu vois? Parce que je savais pas avant qu'on discute que la CEC était une asso. C'est ça s'est mis en œuvre comment? Enfin, c'était de base, c'était clair, c'était une asso, il fallait que ce soit une asso ou? Ouais et là, pour le coup, en fait, ça a jamais été, au départ, ça a jamais été, questionné. Au fur et à mesure que le truc évolue, il y a forcément des questions qui se posent, mais le départ, c'était une impulsion de, Éric, lui, il venait de signer pour 2 ans de sabbatique, chez Michelin avec, un papier signé pour qu'il y retourne, 2 ans après. OK. Moi, je venais de démarrer, ma période, d'alloc, rupture conventionnelle. Donc et pour d'autres, c'était d'autres situations, mais pas tellement dissimilaires, et donc il y a un sentiment d'urgence qui nous anime. C'est quoi l'outil? C'est quoi le véhicule qui va nous permettre d'aller le plus vite et le plus loin possible? Et évidemment, c'est plus facile d'aller plus vite et plus loin, au moins sur, un événement, quand tu ne payes personne et que tu accueilles toutes les énergies. Mmh. Ouais, c'est clair. OK, ça marche. Comment ça fonctionne du coup? Parce qu'il y a un il y a plusieurs étapes, il y a des plans Ouais. clés. Moi, je l'ai pas fait, hein, je le connais pas. Moi, j'ai que des retours de gens qui me disent: «C'est génial», mais comment ça fonctionne? Bah, c'est un parcours, en six sessions, hem, qui s'étalent sur 1 an et je dis 6, là, c'est en train d'évoluer, ça reste globalement, 6 sessions. Le le parcours initial, il a été très fortement inspiré de celui de la Convention citoyenne. En Mmh. gros, jour 1, on a pris l'illustration du rapport de la Convention citoyenne qui détaillait leur session et on s'est dit: «Bon, si on adaptait ça à des chefs d'entreprise, ça donnerait quoi?» et ça donne, un cheminement dans le temps où on se dit: «Il faut que ça démarre». Il y a le mot, claque climatique, claque environnementale qui avait été utilisé par les citoyens eux-mêmes. En disant, bah, la première session, on a été plongé dans à quel point c'est la merde, sur tout un tas de dimensions et on sous-évalue, on sous-joue la profondeur des problèmes, enfin, le genre de choses où tu fais un The Week, où tu fais un effet fresque du climat, fois 9, sur toutes les limites planétaires. Donc dire, c'est hyper important de commencer par mettre tout le monde à un même niveau de compréhension. Mmh. Tout le monde parle un langage commun, que tout le monde, ait confiance dans le fait que mes pairs autour de moi, heu, on sait qu'on partage ces choses-là, on n'a pas de doute sur le fait qu'on partage ces choses-là et ça permettra de libérer la parole et d'être, OK de se challenger directement les uns les autres parce qu'on a confiance dans le fait qu'on part de la même base. Et c'est ça, je pense, qui, dans le monde de l'entreprise, dans le monde politique, dans le monde associatif, avec, son oncle et sa tante climato-sceptique, c'est là où ça crée de la difficulté et c'est quand on sait qu'on ne sait pas les mêmes choses et c'est ça qui rend le dialogue, compliqué. Là, on crée un socle commun à vraiment tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des dirigeants qui partaient de plus bas, il y en a qui étaient plus hauts, mais tout le monde a appris quelque chose sur au moins un sujet et tout le monde a cette base commune. Et j'insiste dessus parce que c'est hyper important comme fondation pour construire la suite, parce que la suite, session 2, c'est, hem, OK, ayant compris
ce sujet du dépassement des limites planétaires, des ressources finies, hem, de quels sont les paramètres de modèle économique qui permettraient de jouer dans les bonnes règles du jeu? Et c'est là qu'on parle d'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est là qu'on parle d'économie régénérative. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le terme de robustesse. C'est là qu'on aborde ces notions de, pourquoi les modèles, extractifs et linéaires, c'est la racine du problème et qu'est-ce qu'on peut y faire? Heu et c'est là qu'on commence vraiment à faire bosser, à faire réfléchir les dirigeants, où les sessions qui suivent, le but, c'est de les faire travailler sur la production d'une feuille de route de transformation de leur business à horizon 10-15 ans. Et les thématiques qui viennent après, c'est le regard sur, la valeur, donc bien penser la notion d'extra-financier. C'est la question de l'innovation et de l'innovation, frugale, fondée sur la nature, ce genre de choses. C'est la question de la coopération, de se dire: des transformations de fond, il y en a quasi aucune qui est possible sans que mes petits camarades jouent avec moi. Et donc, que ce soit à l'échelle d'un territoire, d'une filière, d'une chaîne de valeur, Heu, comment on crée les conditions de la coopération et qu'est-ce qu'elle permettrait, cette coopération? Et après, tu arrives sur le final qui est on finalise la feuille de route, on partage, on se challenge et on célèbre, l'année passée ensemble. Donc dans les grandes lignes, ça ressemble à ça un parcours. C'est toujours en collectif, c'est-à-dire que c'est du présentiel, les gens viennent Ouais, et tu toujours. as parlé de binôme, c'est parce que c'est 2 personnes par boîte? Ouais et la logique qu'on a voulu, dès le début, c'était, la logique, qu'on appelle DGPC, donc DG pour, dirigeant de la boîte et PC pour Planet Champion, où on s'est dit: «On veut la personne qui, très souvent, sans surprise, c'est directrice RSE, ou directeur RSE de la boîte, mais on a aussi eu des Planet Champions qui étaient directeurs marketing, DAF, directeur des opérations ou d'autres choses et c'est ce binôme qui permet de ne pas vivre seul cette expérience parce que sinon ça peut être, si tu as pas un miroir, enfin quelqu'un avec Mmh. que ces effets miroirs s'opèrent, c'est beaucoup plus difficile à encaisser, à travailler et à se maintenir toujours l'énergie au bon niveau. Hem et aussi, c'est la personne qui va le Planet Champion a pour rôle d'aider le DG à démultiplier en interne, après ça. Ouais. Donc, au départ, au tout début, on s'était dit: «C'est les DG qui participent, ils auront un Planet Champion et ils viendront à la première et à la dernière session». Mais à la fin de la première session, les Planet Champions, et les DG nous ont un peu, pris en otage en disant: «Hors de question qu'on vienne pas à la session 2 et à celle d'après». Donc notre logistique, on a dû un peu la revoir parce que d'un coup, on est passé de, réservation, pour, 150 à réservation pour, 300. Mais ils avaient complètement raison parce que je le vois dans tellement de boîtes et de binômes que je rencontre, qui ont fait des parcours CEC. Tu le vois que le lien, il s'est créé et ça fait un truc assez formidable. Et il y a du croisement aussi, entre entreprises ou globalement ça reste quand même ces binômes, Bah, heu? tu as, l'expérience, tu la vis individuellement, c'est-à-dire personnellement, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui m'a traversé? Qu'est-ce que ça m'a amené comme, réflexion? Comment je Des questions de transformation personnelle, in fine et on croit fortement que si tu veux changer des choses qui relèvent du structurel, il faut aussi toi-même que tu vives ton propre chemin du héros pour regarder les choses différemment. Ensuite, il y a l'expérience que tu vis à 2 avec, ton DG, ton Planet Champion. Ensuite, il y a l'expérience que tu vis en petit groupe avec ton camp de base. Les camps de base, c'est des sous-groupes de, 10 entreprises, donc 20 personnes, qui va te suivre tout au long de l'année, tout au long du parcours et c'est les sous-groupes dans lesquels, t'ouvrir sur, bah, recevoir toute cette information pendant la session 1. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça dit de moi, de mon rôle, de ma boîte, de mon industrie? Mais c'est aussi le groupe au sein duquel vont émerger les axes de transformation que tu vas poser dans ta feuille de route et c'est les gens qui vont te challenger en disant: «Mec, meuf, tu pas du tout assez ambitieux, tu pourrais aller beaucoup plus loin» et qui vont dire:
aussi: «Ah, cette idée-là, elle est géniale, j'avais pas pensé, comment ça pourrait s'appliquer chez moi?» Et quand tu as un mec dont le métier, c'est des robots qui inspectent des pipelines de pétrole, qui, discute avec, une nana dont la boîte fait des lingettes pour bébés, ils vivent pas dans le même monde, mais ils ont des façons de se challenger qui relèvent de l'ingénuité complète et qui permet de créer ce décalage de: «Ah ouais, tu as raison, j'y avais jamais pensé comme ça». OK. Et ensuite, tu as Et j l'expérience du grand collectif et où là, c'est un vrai sujet, un vrai enjeu pour l'association de CEC, de faire vivre le collectif dans chaque territoire, pour que la dynamique, elle prenne, que tu aies un maillage fort qui se crée entre les alumni avec, la puissance publique locale, avec les associations de pros, les fédérations, à l'échelle territoriale. Tu as plein de tu as vraiment un ancrage à créer pour que les transformations donner leur meilleure chance aux transformations sur le long terme. et donc vous, vous avez des équipes, un peu partout, structurellement, comment ça se passe, Ouais, aujourd'hui, l'association CEC, c'est un réseau d'à peu près 350 contributeurs. OK. Tu as en termes de modèle économique, c'est devenu un peu différent maintenant. On n'est plus du tout, 100 bénévole. L'asso a un budget qui sert à payer, quelques salariés et tu as pas mal de gens qui, contribuent en prestat et on s'organise pour que ça tienne et donc moi, l'analogie que je fais, tout le temps, c'est à TED et les TEDx. En fait, tu as une équipe un peu centrale, tu as TED qui centralise, le financier, le juridique, toutes les ressources opérationnelles, communication, marketing et cetera pour aider des équipes dans les territoires et donc en gros, tu as une équipe par région en France, qui anime des parcours et qui anime leur communauté d'alumni. OK, canon. Et tu as des histoires un peu parce que j'imagine qu'il y a des quand tu parles d'industriels ou ce genre de choses, j'imagine qu'il y a ça doit faire un choc aussi quand même de se dire: «Attends, enfin, je sais pas, tu parles de prospection, pétrolière ou de lingettes pour bébé, si tu remets en cause, tout le modèle de la boîte, tu peux en avoir certains qui ressortent un peu, un peu choqués ou un peu en mode: «Mince, qu'est-ce que je fais, quoi?» Ouais et hem et et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, la plupart ont déjà des histoires à te raconter sur les effets du changement climatique OK, ou en interne, ils le vivent. d'autres limites planétaires. Ouais. Par exemple, hem, heu, je prends l'exemple des laboratoires Expansience, qui ont la marque Mustela. Sophie, la DG, elle est devenue, très visible, connue, enfin, elle était déjà un peu, mais avec la CEC, son histoire de: «J'abandonne les lingettes». Donc, espèce de truc symbolique d'une boîte qui renonce à un truc qui fait 20 de son CA. Ça a toujours fasciné les journalistes, donc on lui a souvent tendu le micro aussi parce qu'elle est excellente avec un micro, mais bref. OK, j'avais pas entendu ça. Donc attends, Mustela, ils font des lingettes pour bébé et c'est 20 du CA et ils ont arrêté? Ils arrêtent en OK, 2027. incroyable. OK, d'accord. Et on peut revenir sur le détail si tu veux, mais là, ce que je voulais dire, c'est là où l'exemple que je voulais donner, c'est, en 2022, l'été 2022, on a tous, vécu à différents degrés la vague de chaleur et sécheresse. Mmh. Territoire d'implantation de l'usine d'Expansience en Eure-et-Loir, la sécheresse était telle que les arrêtés préfectoraux ont mis les usines à l'arrêt, parce qu'il y avait pas assez d'eau. Et pour Expansiance, ça a été arrêt d'une semaine, mais pour des boîtes qui étaient, quelques dizaines de kilomètres plus loin, qui étaient, juste pas au bon endroit par rapport aux nappes phréatiques et par rapport à l'infra, ça a été des arrêts de, 4 semaines. Ah ouais, OK. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà vécues et qui se combinent à, heu le bateau qui se met en travers du canal de Suez, qui se combine, au vécu du Covid, qui se combine au vécu de l'invasion de l'Ukraine. Hem, pour Expansiance, ça a eu une conséquence, en plus du coût de l'énergie, direct en termes d'appro matières premières, l'une de leurs premières, matières, c'était l'huile de tournesol qui venait d'Ukraine. Donc quand tu as ces Ah ouais. conditions et tout ça dans des horizons de temps, Covid, canal de Suez, invasion de l'Ukraine, pic énergie et cetera, tout ça dans des temps très condensés. Donc les industriels ont tous des histoires à raconter et donc c'est une question de comment tu tires le fil de ça pour ouvrir le questionnement de
si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, est-ce qu'on pense que, le futur, nous en réserve plutôt plus, plutôt autant ou plutôt moins de ce type d'événement? La réponse est il nous en réserve plutôt plus. Donc si on prend ça comme, condition de départ, servons-nous-en comme une énergie qui libère l'imagination. Hem Il y a un prospectiviste que j'ai rencontré récemment, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jérôme Tougne et qui a écrit un petit tract in fine qui s'appelle «L'imagination stratégique» et qui, quand il bosse avec des boîtes, pose, quelques questions un peu structurantes. Il y en a une que j'aime bien qui est: «Quelle est votre neige?» Et pour ça, je vais te dire d'une boîte Alors, du premier parcours CEC, que j'adore, qui est, le groupe Rossignol, que tout le monde connaît. mmh Heu Vincent, le CEO et sa planète Champion Lore, ils sont rentrés dans la CEC en sachant déjà que quand ton business, c'est le ski et que tu regardes les années qui s'ouvrent, tu as un problème. L'hypothèse de continuité de ton business, c'est qu'il y ait de la neige mh, et donc cette question: «Quelle est votre neige?» de façon, métaphorique, quelque part, elle s'applique à tout le monde. À partir du moment où on arrive à se dire: «Bon, OK, le futur est plutôt plus bordélique, que ce qu'on vit déjà, que faut que ça invite à questionner les hypothèses fondamentales de continuité et à partir du moment où tu te lances là-dedans, bah, c'est là que l'imagination stratégique peut s'activer en disant: Bah, mon business historique, c'est le ski, peut-être que déjà adaptation simple, ça peut être le trail et le VTT». mmh, Mais c'est pas ça, c'est une adaptation, presque facile. Les questions vraiment de fond qui se sont posées, c'est comment on peut, contribuer, hem, à des solutions structurelles et c'est là qu'ils se sont posées des questions de type, nous, ce qu'on pourrait savoir faire, c'est, créer, gérer des espaces sportifs, où on créerait un modèle économique serviciel où, l'équipement nous appartient et donc on a un intérêt économique à ce qui dure le plus longtemps et si en plus ces espaces sportifs, on se disait, on va par exemple racheter des friches urbaines, les dépolluer, les revégétaliser et que ça soit des îlots de fraîcheur et des espaces sportifs et des espaces serviciels, là peuvent naître des choses, intéressantes et hem et pour le coup, par exemple, ils sont au pied du Mont Blanc, avec leurs bureaux, leurs usines et ils ont un grand campus verdoyant sur lequel ils permettent aux employés des boîtes autour d'eux, dans leur zone d'activité, de venir faire du sport parce qu'ils ont équipé leur campus pour ça. Donc ils expérimentent sur leur propre campus les modèles qu'ils pourraient créer, ailleurs. Et donc ça, voilà, c'est ce type de faut que ça parte d'un électrochoc de se dire: «Bah, en fait, mon hypothèse de continuité, elle est pétée, donc est-ce que ça c'est si je permets à ça de me libérer plutôt que de me scléroser, qu'est-ce que ça permet d'imaginer?» OK, c'est hyper intéressant, ouais, ça pousse assez loin, quoi, globalement. Tu te Ah oui, enfin, et c'est le but. vous êtes ouais, 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 non, mais en fait, vous êtes pas juste sur un truc de, baisser vos émissions de CO2, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi, hein. Oui et quelque part, il y a pas besoin de nous pour ça. Mmh, Il y a des il y a des très belles, offres et compétences de bilan carbone et de stratégie de décarbonation qui existaient déjà avant nous, qui sont lancées en même temps que nous. Les Trace, Carbon Cutter, Axio, WeCount, toutes ces boîtes-là sont lancées un peu autour de 2020 aussi. Donc, avec les acteurs historiques, ça fait, il y a des compétences formidables en France sur ces sujets-là. Nous et notamment parce qu'on n'est pas une boîte et parce que la CEC, c'est une association, c'est pas une boîte, et que ce qu'on met au centre, c'est l'intérêt général, c'est ça qui nous libère en nous disant: «Bah, on va prendre un regard systémique». Heu, pour l'association, il y a pas besoin d'un modèle économique rentable, il y a besoin d'un système qui tienne, pour qu'on protège le fait de mettre l'intérêt général au centre. ça marche. Ta vision du ah non, pardon, déjà, une question,
tu des exemples où les mecs sont venus et sont repartis, à la fin de la première session, en mode, je suis chez les fous ou un truc comme ça? Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a pas que des histoires positives, tu vois? Est-ce qu'il y a des trucs un peu, Ouais. où ou non? Je sais pas. Hem, j'ai déjà été challengé directement par des dirigeants qui viennent me voir et qui me disent: «Ouais». Alors, je me souviens, un premier parcours, à la fin de la première session, même de la première journée de la première session, parce que c'était des sessions de 2 jours, il y avait, il y en avait un certain nombre venus me voir en me disant, «Bon, OK, mais quand est-ce qu'on se met aux solutions?» OK, Et là, la réponse, c'était: «Fais confiance au process». Et ces personnes-là qui sont venues nous voir en disant, «Bon, ça va bien, maintenant, nous on est dirigeants, on bosse, c'est quoi les solutions?» Après la session 2, la session 3, la session 4, et cetera, on se dit: «Ah bon, OK, on a compris le process». Hem, j'ai pas d'exemples, qui me viennent là en tête comme ça, mais oui, il y en a qui sont partis, au bout d'une session ou 2, mais très, très peu. OK, Il y en a qui n'ont pas remis de feuille de route, d'accord. mais qui ont vécu le parcours jusqu'au bout, et là, ça peut être: j'ai un système de contraintes, qui est complexe, ma boîte en pleine restructuration, ou elle s'est faite racheter, ou heu, il y a un scandale médiatique qui est sorti sur notre boîte, donc mon management à moi, si c'est pas le DG qui participe, m'enjoint fortement à ne pas publier de choses sur ce sujet. Enfin, il y a eu un certain nombre de circonstances comme ça. Ou alors juste, ma feuille de route je l'ai, mais mon corporate refuse que l'information soit rendue publique pour, tout un tas de raisons de confidentialité stratégique, machin truc. Ça, il y en a eu. Hem, Post-parcours, dans un style différent, j'ai des exemples de, participants, de dirigeants, de Planet Champion qui amènent leur feuille de route et leurs nouvelles convictions et leurs nouvelles envies devant leur, comex ou devant leur board. Et qui se font sortir, pour ça. Oh waouh! Ah ouais, Et j'en ai très peu, c'est mais arrivé. c'est aussi arrivé. Ça, faut pas se leurrer. Ça arrive plus dans des grandes structures ou filiales de grandes structures, mais quand je dis ça, ça permet d'illustrer parfois il y a des contextes compliqués, mais l'immense majorité des dirigeants, des participants sortent avec une énergie, mais incroyable. Ouais, et qui diffusent ensuite au sein de leur entreprise, Oui, et c'est ça ouais. la force, la beauté, la nature même des dirigeants. Quand tu es dirigeant, c'est ton job de networker, c'est ton job d'être impliqué dans ta filière, c'est ton job de passer sur qui va être mon associé, c'est ton c'est ton job d'être vu, d'être entendu pour faire avancer ta boîte, et c'est ça qui a une force incroyable. Et comment tu fais par exemple, dans le monde industriel, entre fiction enfin, effectivement, la vision de la direction, du DG et ainsi de suite, comment tu l'as fait infuser jusqu'à la prod, tu vois? De dire: «Bon, OK, le DG, il voit loin, moi j'ai ma ligne de prod, il faut qu'elle tourne», tu vois? Tu pas un peu un risque quand même de je me fais volontairement l'avocat du diable, tu vois? Mais Mmh. un peu de dire: «Waouh, OK, il est hors sol, nous, il faut qu'on produise nos boulons et on va continuer à produire nos boulons et basta, quoi». Et c'est très lié à la culture existante dans la boîte. OK. Est-ce que tu es une, boîte, à actionnariat familial où le temps long, ça a toujours été au cœur de ta façon de gérer ton activité? Est-ce que tu es une filiale de l'autre extrême? Est-ce que tu es une filiale de grosse boîte américaine, dont le board est trumpiste? Mmh. Tu gères pas les choses de la même façon, et CEC, des exemples, c'est, une PME qui, ferme boutique pendant 2 jours pour, faire la fresque à tous les collaborateurs ensemble, et partager la feuille de route et dire pourquoi, il y a dans cette feuille de route, ce qu'il y a dans cette feuille de route. Dans des boîtes un peu plus grandes, j'ai déjà eu,
boîte industrielle de fresquer tout le corporate, tous les gens qui sont dans un bureau et ensuite envoyer ces gens-là, fresquer les personnes qui sont, en 3-8 dans les usines. OK. Heu, pour créer un lien, pour créer que ce sujet soit porté avec heu, un lien qui montre que tout le monde est partie prenante du sujet. Hem, il y a eu aussi, des boîtes qui nous ont demandé, «Est-ce que vous pouvez venir chez nous pour, nous construire une animation de notre séminaire, C'est ce cadre?» que j'allais dire, c'est est-ce qu'il y a des gens qui viennent en interne? Enfin, est-ce que vous, ensuite, vous faites la phase, cette phase-là donc? Ça, c'est des prestats un C'est peu pour annexes, quoi? Ouais, c'est pour ça qu'on a créé une, filiale, commerciale de l'association CEC qui s'appelle l'Institut CEC. Moi, c'est ce qui m'occupe, le plus clair de mon temps aujourd'hui et on l'a créé parce qu'on avait ce type de demande et quand tu vas chez une entreprise en particulier, tu n'es mécaniquement plus dans l'intérêt général. Mmh. Par contre, tu sers complètement notre mission qui est de créer une bascule d'un type d'économie extractif vers un autre type d'économie régénératif, circulaire, robuste, tout ce que tu veux. Et c'est un peu comme, pour ceux qui connaissent, Ticket for Change qui est une association et Corporate for Change qui est une filiale, commerciale, qui font 2 choses différentes et complémentaires. OK, ça marche. Le c'est quoi le moteur, tu vois, s'il y a un moteur qui rassemble un peu, toutes ces boîtes-là, à la fois pour venir et puis pour continuer? C'est quoi? C'est un moyen de se dire: «OK, vous êtes face à un risque» et en tant que chef d'entreprise, bah, c'est pas mal de l'éviter ce risque ou c'est un sujet plus collectif? Enfin, tu vois, c'est quoi le ce qui anime, enfin, c'est évidemment, j'imagine qu'il y a pas une réponse, heu, unique, mais tu vois, est-ce que vous ressentez un peu des éléments qui disent: «Ah ouais, OK, en fait, quand on parle de ça, ça fait mouche, quoi»? Hem, il y a les drivers qui sont personnels et il y a les drivers qui sont organisationnels. Hem, sur le premier parcours CEC, une bonne moitié des dirigeants, quand en entretien de recrutement, on leur demandait: «Pourquoi tu es là?» Une bonne moitié qui assez spontanément répondait: «Mes enfants» OK, d'accord. et ça, c'est la fibre humaine, personnelle et un bon rappel de, les dirigeants sont des humains comme les autres aussi. Mmh. Ouais, c'est clair. Hem, et en organisationnel, tu peux avoir des boîtes comme, un Rossignol qui se disent: «Bah, en fait, on sait que, on est face à un mur, sur la question de changement climatique et enneigement. Heu et on se sent un peu paumé. Donc on a besoin d'absorber, plein de nouvelles informations et on a besoin de passer du temps avec nos pairs dirigeants, dans un cadre, qui nous décadre, pour trouver des nouvelles idées, pour, enrichir nos réflexions, pour trouver des nouveaux partenariats aussi». Hem Ça, c'est peut-être dans le top des raisons de rejoindre un OK, parcours. ouais, c'est intéressant. Ça fait penser un peu à là, quand tu dis ça, un peu à nous, on est membre de Réseau Entreprendre, tu vois? Donc des chefs d'entreprise qui accompagnent des jeunes chefs d'entreprise. Par exemple, comme nous, voilà, où on a un peu des on va dire, entre guillemets, «des anciens» ou en tout cas des gens qui ont de l'expérience, qui vont te dire: «Tiens, là, tu es en train de vivre ce moment-là et voilà ce que je te conseille de faire». Vous, c'est un Ouais, peu le même sujet, mais côté climat, quoi, de dire: «OK, tu es entouré par plein de personnes et forcément, tu mmh. en as qui vont pouvoir te dire: «Tiens, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Et si tu fais ça comme ça?» et ainsi de suite, quoi. Ça, OK. c'est la tu as l'expérience parcours elle-même où pendant 1 an, tu vis ce truc-là, tu es dans un grand collectif, tu es dans un plus petit collectif qui est ton camp de base, et tu rencontres plein d'intervenants, d'experts, aussi. Hem et après tu as la dynamique de, on est tous des alumni avec une feuille de route et puis, on peut aller se chercher les uns les autres pour réfléchir ensemble. OK, ça marche. Comment tu vois l'avenir? C'est quoi ta vision, je sais pas, des 10 prochaines années, tu vois? Point de vue macro, tu fais partie des pessimistes où quand tu vois chiffre, tu te dis: «Bon, c'est quand même mal parti» ou tu as un espèce de moteur comme qui te fait dire: «Ah non, il y a des choses qui bougent et ça va» comment ça se passe?
Hem, je je sais pas si je suis pas un optimiste de nature. Je sais pas si je suis un pessimiste non plus. Je suis un peu le mec chiant qui essaye d'avoir le regard nuancé sur un peu tout. Hem, Parce que pour le coup, dans la à la création de l'association, un mec comme, Eric notamment, mais c'est l'incarnation de l'optimisme contagieux. OK. Ce mec et sans ça, le projet n'aurait jamais décollé. Mais notamment tous les 2, sur les 2 premières années de l'aventure, on a su s'équilibrer dans nos regards sur le monde et les choses. Hem, Moi, Hem, je lis beaucoup et je lis beaucoup, sur le croisement, économie, histoire, géopolitique, sujets environnementaux et cetera et cette année, il y a notamment 2 bouquins que j'ai lus, hem, avec un regard historique vraiment large. Hem, le premier, c'est le dernier bouquin de Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater Capital, qui regarde de l'an 1400 à aujourd'hui, les grands cycles le civilisationnel à travers le prisme, financier de, qui a la monnaie, de référence mondiale, comment se structurent les crises, qui se développe, comment. En disant: «Tu as eu le cycle, où les Pays-Bas étaient dominants, tu as eu le cycle où le Royaume-Uni était dominant, tu as eu le cycle, États-Unis dominant, le cycle qui souffle, c'est peut-être celui où la Chine le sera». J'ai aussi lu, The Silk Roads de Peter Frankopan, qui est une histoire, heu, qui essaie de raconter, 2000 ans d'histoire, spécifiquement pas à travers le prisme occidental. Mais bref, quand tu lis ce genre de Ouais. choses, tu te rends compte, et c'est tout con, mais que l'histoire est très cyclique. Mmh. C'est-à-dire, c'est pas le XXe siècle qui a inventé la financiarisation de l'économie et les crises financières, par exemple. Pas du tout. Et c'est pas le XXe siècle les qui a inventé les booms de développement, comme les guerres et les génocides et ce genre de choses. Et donc, quand je regarde les années qui viennent, moi, je peux pas m'empêcher, quand j'ouvre, et j'écoute l'actu, heu, 1 d'être, plombé par, Omnibus qui passe, au Parlement européen, par le trumpisme, par, les courbes qui bougent pas sur les émissions de gaz à effet de serre, sur l'ultra-polarisation politique et l'incapacité à nourrir du dialogue et de Mmh. comprendre qu'il y a toute une mécanique derrière qui s'explique parfaitement rationnellement, mais qui mène à ça. Donc il y a toutes ces choses-là qui me font me dire: bah, peut-être que malgré le fait de savoir et de comprendre, comment les crises majeures, sociétales, géopolitiques, militaires, économiques, et cetera, sont façonnées, bah, on va droit vers, une nouvelle. On sait très bien comment ça marche, mais mais On y retourne. éviter. Et en même temps, hem, je j'ai eu la chance d'être pris dans cette aventure CEC où tu rencontres, des humains assez incroyables qui t'aident à aussi prendre du recul et à te rendre compte que tout est le résultat d'interactions humaines, de décisions, de non-décisions humaines, et donc ça peut te donner autant d'espoir que ça peut te plomber. Si tout est humain, bah, en créant les bonnes conditions relationnelles, tu peux aller vers le meilleur, autant que tu pourrais aller vers le pire. Et hem et si je reviens à un truc que j'ai déjà dit, ce 98 d'adhésion, aux propositions internes, des citoyens, moi, je trouve que c'est un chiffre absolument incroyable, Mmh. parce qu'il est inimaginable dans la société dans laquelle on vit, mais il est tout con à obtenir. Tu réunis les gens, tu leur donnes le temps, tu prends personne pour un con ou une conne et tu leur donnes une responsabilité. Et après, il y a la question de qu'est-ce que tu fais de ce qu'ils produisent avec cette responsabilité que tu Ouais. donnais. Mais i c'est si l'intégralité de la population française avait pu vivre une convention citoyenne, je pense que le monde serait hyper différent et les discours politiques polarisants auraient beaucoup moins d'emprise.
Ouais, c'est clair, ouais. La question, c'est comment tu développes ça? Enfin, vous le faites, sous le prisme de l'entreprise, mais Ouais. enfin, c'est hyper intéressant. Moi, il y a pas longtemps, j'ai lu, alors je crois que c'est un vieux livre, hein, mais et je suis tombé dessus il y a pas très longtemps là sur, Factfulness, Mmh. où globalement je crois que c'est un médecin suédois qui avec ses enfants a repris tout un tas de données en fait et ça va un peu dans le même sens que, le site web, Our World in Data, de, Anna Ricci, puis toute une série de personnes. Mmh. Où en fait, ils reprennent les données et globalement, la conclusion qu'ils ont à peu près sur beaucoup de choses, à dire sur tout, peut-être pas sur tout, mais c'est je crois leur phrase, c'est, «Le monde va mal, mais le monde va mieux et le monde va aller mieux». Enfin, il y a un truc un peu de quand tu regardes les données de santé, quand tu regardes les données enfin, il y a plein de sujets où effectivement, quand tu regardes à l'instant T, tu dis: «C'est quand même pas génial». Et en fait, quand tu regardes les données, passées, tu dis: «Waouh, c'était pire». Après la question c'est, sur ces sujets, systémiques, j'ai un peu la sensation qu'on les a jamais vécus et que le changement climatique et ainsi de suite, ça nous réserve un futur qui fait pas non plus rêver. Mais Mmh. bon, c tu as quand même pas mal de données qui font que ça va mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours complexe quand même d'avoir ces sujets-là. Et puis tu l'as dit, hein, sur le sujet, politique, économique, c'est quand même, un peu la sensation qu'on va pas dans le bon sens, quoi. Mais bon, Mmh. ça, ça marche. Bon, hyper intéressant, tout ça. Merci beaucoup, Yannick. Ça fait 1h10 qu'on discute, Yes. merci pour ça. Je vais te libérer Mmh. et finir ton vendredi comme il faut. Bien gentil. C'est très chouette. Comment on suit les actus? Le site de la CEC, c'est Ouais. quoi? Alors la CEC par, sa nature, de s'adresser à une population entreprises et dirigeants est surtout active sur LinkedIn. Donc, convention entreprise climat, CEC, tu trouves ça très vite, très facilement sur LinkedIn. Moi aussi en perso, Yannick Servant sur, LinkedIn, c'est là que je m'exprime, on va dire, quand je m'exprime. Et le site web de la CEC, c'est cec-impact.org. OK et tu peux t'inscrire, j'imagine et tu peux, ensuite, tu Il pris y en main a par, une newsletter, on a une chaîne YouTube où on publie régulièrement des vidéos qui permettent de voir un peu, comment ça se vit de l'intérieur des parcours CEC, mais aussi des vidéos de conf qui se donnent, dans les parcours. Et là, par exemple, je mardi prochain, le 18, c'est la Regen Night, un gros événement, qu'on organise avec plein d'autres mouvements. Il y a un live stream. Tout ça, ça se retrouve sur notre site et sur LinkedIn. Après, si tu publies ce podcast mercredi, ça servira à rien ce que je dis. ça sera voilà, ça sera dans le passé, mais Mais il ça se sera sûrement retrouvera, quelque part sur votre site, ouais, ouais. ça se retrouvera sur notre chaîne YouTube. Ça marche. OK, bon, hyper intéressant. Merci beaucoup Yannick et puis, Merci à à plus toi, tard et Maxime. puis bon courage pour la suite. Allez, ciao, Yes. salut. Oui. Magnifique, vous êtes arrivé au bout du podcast. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous, mettez un like, ça nous aide beaucoup. Merci et à bientôt.